5 jours à peine et la frontière devient un test de nerfs permanent. À Ouagadougou, un transfert de 100 millions de francs CFA, des messages interceptés et un nom d'Amiba relancent la machine de la méfiance régionale collective. Le Togo se tait, les chancelleries s'agitent, Paris évoque ses accords et Ibrahim Traoré doit défendre la souveraineté sans offrir le prétexte d'une incursion. Si le silence est une arme plus froide que la poudre, combien de temps avant l'explosion au Sahel et qui paiera le prix d'un seul pas de travers? Ici, les enjeux réels derrière l'affaire d'extradition et le face-à-face diplomatique apparaissent clairement. Comprendre cette crise permet d'anticiper risques, choix et conséquences régionales. Il ne s'agit pas seulement d'un homme recherché, mais d'un précédent de souveraineté. Dans le Sahel, chaque décision publique résonne au-delà des frontières et attire des lectures concurrentes. Le Burkina Faso cherche justice et dissuasion sans déclencher un engrenage militaire. Le Togo calcule le coût d'une coopération immédiate face aux équilibres régionaux. La France, liée par des accords, surveille toute initiative pouvant redéfinir son rôle. Au centre, Ibrahim Traoré doit prouver que la retenue peut être stratégique. Les citoyens, eux, veulent sécurité, vérité et une issue sans retour du passé. Ce cadre permet de fixer les promesses du récit et les risques d'erreur. L'objectif est de démêler faits, signaux et calculs, sans spéculation ni chiffres inventés. Dans la suite, chaque section précisera ce qui est prouvé, ce qui est allégué et ce qui est en jeu. Ainsi, le spectateur saura où se situe la ligne entre patience et provocation. Trois chiffres résument l'ampleur du dossier dès l'ouverture. 40 tentatives d'assassinat recensées, 19 officiers ciblés en une seule nuit et une somme de 100 millions de francs CFA retracés dans des transferts opaques. Pour Ibrahim Traoré, ces éléments transforment une affaire d'extradition en démonstration de vulnérabilité systémique. Le mini-révélateur tient dans un détail longtemps négligé. Les enquêteurs burkinabés ne décrivent pas un ancien chef militaire isolé en exil, mais une chaîne organisée reliant des officiers déplacés, des intermédiaires financiers et une cellule dormante à Ouagadougou. Les messages interceptés, selon le récit des services, montrent une coordination étalée sur plusieurs semaines avec des itinéraires financiers convergents et des instructions synchronisées. Ce basculement explique le changement de ton. Lorsque le Burkina Faso exige officiellement l'extradition, il révèle en creux l'existence d'une opération de contre-espionnage menée dans la durée. Chaque silence togolais n'est plus perçu comme une simple prudence diplomatique, mais comme un maillon supplémentaire d'un jeu d'attente calculé. Dans ce contexte, le risque n'est pas seulement judiciaire, il devient stratégique. Le Sahel fournit l'arrière-plan de cette tension. Depuis plusieurs années, la région cumule insécurité, intervention extérieure et recomposition d'alliances. La souveraineté n'y est plus une notion abstraite, mais une ligne rouge testée par crises successives. Pour Ouagadougou, laisser ce dossier s'enliser reviendrait à admettre qu'un réseau hostile peut frapper sans conséquence. Mais l'équation est étroite. Toute action précipitée offrirait un prétexte à une internationalisation du conflit, notamment via les accords militaires évoqués par Paris. À l'inverse, une attente prolongée nourrit la colère interne et l'impression d'impunité. C'est dans cette zone grise qu'Ibrahim Traoré avance, conscient que chaque jour de silence pèse autant qu'une décision irréversible. Dans cette crise, le récit ne se limite pas aux communiqués officiels. Il passe aussi par des figures intermédiaires, celles qui traduisent une décision d'État en conséquences concrètes. À Ouagadougou, un officier chargé de la sécurité interne devient un repère narratif. Depuis l'attentat manqué, son quotidien a changé.
Déplacement imprévisible, protocole renforcé, communication fragmentée. Son témoignage éclaire l'impact immédiat des révélations. Lorsque les listes de cibles ont circulé, 19 noms alignés pour une même nuit, la perception du danger s'est déplacée du théorique vers l'intime. Il ne s'agissait plus d'un complot abstrait, mais de familles à protéger et de chaînes de commandement à préserver. Dans les casernes, la vigilance a remplacé la routine sans toutefois basculer dans la panique. Autour de ce noyau sécuritaire, les effets se diffusent rapidement. Les services de renseignement révisent leurs circuits internes afin de limiter toute fuite. Les réunions se font plus courtes, plus fermées, avec une attention particulière portée aux signaux faibles. Cette réorganisation silencieuse vise à éviter que la crise diplomatique n'ouvre de nouvelles brèches internes. Dans la société civile, les répercussions sont plus diffuses mais perceptibles. Les marchés continuent de fonctionner, mais les conversations changeront de ton. La peur d'un embrasement cohabite avec une forme de fierté retenue, celle de voir l'État affirmer sa ligne sans recourir immédiatement à la force. Les images d'Ibrahim Traoré visitant une base sous la pluie circulent alors comme un symbole de proximité et de constance. Ce double impact sécuritaire et social crée une attente. Chacun observe si la retenue affichée produira des résultats tangibles ou si elle nourrira une frustration durable. À ce stade, la question n'est pas encore celle de la victoire, mais de la crédibilité du chemin choisi. Tout commence par une phase d'illusion de répit. Quelques semaines après l'échec sanglant d'un complot majeur, les autorités burkinabées estiment que les réseaux hostiles ont été désorganisés. Les arrestations se multiplient, les aveux s'accumulent et la sécurité autour du pouvoir est renforcée. Dans ce climat, l'idée domine que la tempête est passée, ou du moins contenue. Mais cette impression ne tient que jusqu'à l'apparition d'un détail jugé mineur. Ce détail prend la forme de messages interceptés. Il relie d'anciens officiers en exil au Togo à une cellule dormante active à Ouagadougou. Au fil des recoupements, les enquêteurs comprennent que Paul-Henri Damiba n'est pas un fugitif isolé, mais un nœud dans une architecture régionale plus vaste. Les flux financiers, discrets mais cohérents, dessinent une carte invisible reliant plusieurs pays côtiers. C'est à ce moment précis que la crise change de nature. Face à ces éléments, Ibrahim Traoré convoque un conseil restreint. Les informations présentées sont lourdes: transferts financiers traçables, itinéraires convergents, intermédiaires identifiés. L'hypothèse d'une déstabilisation prolongée s'impose. Le choix est alors posé entre discrétion totale et exposition contrôlée. La décision prise consiste à exiger publiquement l'extradition, tout en sachant que ce geste révélera l'existence d'une opération de contre-espionnage menée depuis des mois. La publication du communiqué agit comme un déclencheur. À 8 heures, la demande officielle est rendue publique. 30 minutes plus tard, le silence togolais s'installe, dense et calculé. À midi, les médias sahéliens relaient l'information, amplifiant la portée régionale du dossier. Dans les chancelleries, le dossier bascule d'une affaire judiciaire à une crise diplomatique ouverte. C'est alors que la France intervient par une mise en garde voilée. Un seul message suffit: toute incursion non autorisée sur le territoire togolais serait considérée comme hostile. En quelques lignes, le contentieux bilatéral devient un enjeu international. À Paris, les accords de défense existants sont rappelés. À Ouagadougou, cette réaction confirme la crainte d'un piège stratégique où la justice pourrait servir de prétexte à une ingérence. L'après-midi voit l'accélération maximale. À Ouagadougou, l'état-major se réunit autour de cartes frontalières et de scénarios théoriques. Incursion limitée, blocus diplomatique, opération nocturne.
Toutes les options sont évoquées, aucune n'est validée. Le mot d'ordre revient sans cesse, ne pas offrir le faux pas attendu. Dans le même temps, les alliés du Mali et du Niger sont informés, conscients qu'une étincelle suffirait à embraser l'ensemble du Sahel. La soirée marque un tournant de ton. Un porte-parole annonce que toutes les voies diplomatiques seront épuisées sans renoncement aux principes. Sur les réseaux sociaux, le soutien populaire s'exprime massivement, mêlant colère et patience. Dans les marchés, les prières se murmurent à voix haute pour éviter le retour de la guerre. La crise est désormais entrée dans le quotidien. À la fin de cette séquence, une certitude s'impose. Le temps n'est plus neutre. Chaque heure sans réponse devient un signal, chaque silence une pression supplémentaire. Pour Ibrahim Traoré, la chronologie elle-même est devenue un champ de bataille où l'attente peut décider de l'issue autant qu'un acte. La solidité du dossier repose sur quelques mesures chiffrées, limitées, mais déterminantes. La première est le montant financier mis en évidence par les enquêteurs. 100 millions de francs CFA ont été identifiés dans une série de transferts reliant des sociétés écrans ivoiriennes à des intermédiaires itinérants. Ce chiffre, pris isolément, n'explique pas un complot, mais il acquiert un sens lorsqu'il est rapproché des dates, des aveux et des messages interceptés. La comparaison avant-après éclaire ce point. Avant l'échec du complot, les flux financiers étaient liés fragmentés, discontinus, difficiles à relier à une chaîne décisionnelle claire. Après l'attentat manqué, les mouvements deviennent plus concentrés, plus rapides et suivent des itinéraires récurrents. Pour les services burkinabés, ce basculement suggère une phase d'exécution plutôt qu'une simple préparation diffuse. Ibrahim Traoré considère alors que la question n'est plus celle de l'intention mais celle de la preuve exploitable. Le deuxième indicateur porte sur le facteur humain. 19 officiers figuraient sur une liste unique avec une fenêtre d'exécution identique. Ce nombre n'est pas seulement symbolique, il correspond à des postes clés dans la chaîne de commandement. Les analystes estiment que leur élimination simultanée aurait créé un vide opérationnel immédiat, ralentissant toute réponse militaire coordonnée. Autrement dit, l'objectif ne visait pas la terreur aveugle, mais la paralysie ciblée. Le troisième repère chiffré concerne la durée. 40 tentatives d'assassinat ont été recensées depuis l'arrivée d'Ibrahim Traoré au pouvoir. Ce cumul révèle une pression constante étalée dans le temps, plutôt qu'un épisode isolé. Rapporté à la courte période de gouvernance, cette fréquence souligne la persistance d'un réseau hostile refusant la nouvelle orientation souveraine du Burkina Faso. Pour les autorités, cette donnée justifie une lecture structurelle de la menace. Ces chiffres ne sont pas présentés comme des slogans. Ils sont intégrés dans un raisonnement juridique et diplomatique. Chaque transfert documenté devient une pièce, chaque date concordante un appui, chaque aveu recoupé un élément de crédibilité. La stratégie consiste à transformer une accumulation technique en argument politique recevable à l'échelle régionale. Cependant, la limite est assumée. Le dossier ne prétend pas démontrer une implication directe et officielle du Togo. Il montre plutôt l'existence d'activités hostiles, transitant par son territoire, sans coopération immédiate pour les clarifier. Cette nuance est centrale pour éviter l'accusation d'escalade injustifiée. C'est ici que la lecture du niveau de base vers l'écart prend tout son sens. La situation initiale relevait d'une instabilité chronique mais diffuse. La situation actuelle révèle une structuration, des montants identifiés et des cibles précises. Le changement n'est pas quantitatif au sens massif, il est qualitatif dans l'organisation. Pour Ibrahim Traoré, ces preuves servent un double objectif. À l'intérieur, elles justifient la retenue stratégique face aux appels à l'action immédiate.
À l'extérieur, elles construisent un dossier destiné à être compris sans démonstration de force. Dans cette crise, le chiffre n'est pas une arme spectaculaire, mais un verrou destiné à empêcher le piège de se refermer par défaut. Deux lectures opposées structurent désormais le débat interne et régional. La première plaide pour l'action rapide. Selon cette approche, chaque jour sans réponse renforce l'impunité perçue des réseaux hostiles. Les partisans de cette ligne rappellent que l'attente par le passé a souvent permis aux menaces de se recomposer. Ils estiment qu'une démonstration de force ciblée, même limitée, rétablirait la dissuasion et refermerait la séquence d'humiliation symbolique. À leurs yeux, la souveraineté ne se négocie pas indéfiniment, elle se fait respecter. Cette thèse s'appuie sur un argument émotionnel mais aussi opérationnel. Si les preuves sont suffisantes pour convaincre l'opinion interne, elles devraient l'être pour justifier une action corrective. Dans ce cadre, le risque principal n'est pas l'escalade, mais l'érosion progressive de l'autorité de l'État. Plus le silence dure, plus la pression populaire augmente, notamment au sein de la jeunesse et de certains segments de l'armée. L'inaction est alors perçue comme un signal de faiblesse plutôt que comme un calcul stratégique. La seconde lecture défend une stratégie longue. Elle part du constat que toute initiative militaire transfrontalière offrirait un prétexte juridique et politique à une internationalisation du conflit. Les accords de défense existants, rappelés publiquement, ne sont pas de simples formalités. Ils constituent un cadre légal permettant à des acteurs extérieurs de redéfinir la crise comme une menace régionale nécessitant une intervention. Dans ce scénario, l'objectif initial de justice serait dilué dans un rapport de force asymétrique. Cette approche insiste sur la temporalité. Transformer un dossier de renseignement en dossier diplomatique documenté demande du temps, mais réduit les marges de contestation. Chaque échange écrit, chaque silence officiel, chaque incohérence devient alors un élément observable. La victoire recherchée n'est pas l'arrestation immédiate, mais la démonstration qu'aucune provocation ne peut forcer la faute attendue. Ibrahim Traoré évolue entre ces deux pôles. Il reconnaît la légitimité de la colère et la nécessité de la dissuasion. Mais il intègre aussi le risque structurel d'un engrenage où l'acteur le plus impatient perd l'avantage stratégique. La synthèse qu'il privilégie repose sur une pression constante sans déclenchement irréversible. Ainsi, le désaccord n'oppose pas courage et prudence. Il oppose deux définitions de la victoire. L'une cherche une résolution rapide et visible, l'autre vise une issue plus lente mais moins exploitable par des forces extérieures. Le silence n'est plus passif. Ce point de bascule apparaît lorsque des éléments internes, évoqués hors micro, suggèrent que l'attente elle-même est devenue un instrument de contrainte. L'absence de réponse officielle n'efface pas la pression, elle la redistribue vers l'opinion, les partenaires et les observateurs internationaux. À partir de là, la crise cesse d'être un face-à-face bilatéral pour devenir un test de narration stratégique. Le changement est subtil mais réel. Au lieu de chercher une réaction immédiate, Ouagadougou commence à exposer méthodiquement les faits, sans emphase ni ultimatum. Des fragments d'informations sont rendus publics. D'autres circulent dans des canaux diplomatiques fermés. L'objectif n'est plus de forcer une décision rapide, mais de réduire les marges de dénégation possibles. Dans cette phase, Ibrahim Traoré ajuste sa posture. Il ne parle pas davantage, il parle autrement. Chaque mot est calibré pour être compris à Lomé, à Paris et dans les capitales sahéliennes. La retenue affichée n'est plus seulement défensive, elle devient démonstrative, presque pédagogique. Ce repositionnement modifie les attentes. Les appels Axanis à l'action immédiate s'atténuent légèrement, remplacés par une vigilance plus analytique.
Les partenaires régionaux observent si cette stratégie d'exposition progressive produira un effet mesurable. Le milieu de la trajectoire est atteint. Le piège n'est pas encore désamorcé, mais il est désormais visible, nommé et partagé. Les effets de la crise se matérialisent différemment selon les groupes concernés, et c'est dans cette diversité d'impact que la portée réelle du dossier apparaît. Pour l'État burkinabé, la priorité immédiate est la sécurité interne. Les officiers identifiés comme cibles potentielles bénéficient d'une protection renforcée, les protocoles de communication sont révisés et certaines chaînes décisionnelles sont volontairement raccourcis. Cette réorganisation vise à réduire toute vulnérabilité exploitable sans donner l'image d'un pays en état de siège. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré cherche à démontrer que la fermeté peut coexister avec le calme institutionnel. Du côté des entreprises, l'effet est plus économique que sécuritaire. Plusieurs sociétés minières étrangères suspendent temporairement leurs opérations dans certaines zones, invoquant un risque diplomatique accru. Cette pause n'est pas une fuite définitive, mais elle crée une incertitude mesurable sur les flux d'investissement à court terme. Paradoxalement, cette situation ouvre un espace pour des acteurs régionaux. Des investisseurs maliens et nigériens manifestent leur intérêt pour reprendre certaines concessions, estimant que le risque politique est compensé par une solidarité sahélienne renforcée. Le climat reste fragile, mais il révèle une recomposition progressive des partenariats. Pour les citoyens, l'impact est d'abord psychologique. Dans les marchés de Ouagadougou, la vie quotidienne continue, mais les conversations sont chargées d'une tension sourde. La peur d'un embrasement cohabite avec une fierté nouvelle, celle de voir l'État refuser à la fois la soumission et la précipitation. Les veillées de soutien, les messages diffusés à la radio et les images de soldats à l'entraînement nourrissent un sentiment d'unité prudente. La population ne réclame pas nécessairement une victoire rapide, mais une issue digne et compréhensible. À l'échelle régionale, les conséquences sont stratégiques. Le Mali et le Niger expriment publiquement leur appui, soulignant l'importance d'une réponse coordonnée au sein de l'Alliance du Sahel. À l'inverse, des pays côtiers comme la Côte d'Ivoire et le Bénin observent avec retenue, conscients qu'une rupture durable entre le Sahel et le littoral aurait des répercussions économiques majeures. Les analystes évoquent un risque de fragmentation régionale, mais aussi l'opportunité d'une architecture nouvelle, plus lente et moins dépendante d'acteurs extérieurs. Enfin, pour les partenaires internationaux, la crise agit comme un révélateur. La France, en rappelant ses accords de défense, se positionne officiellement comme observateur vigilant. Cette posture est interprétée de deux manières opposées, comme une garantie de stabilité pour certains, comme une pression indirecte pour d'autres. Dans tous les cas, elle oblige Ouagadougou à calibrer chaque geste pour éviter toute requalification du dossier en menace sécuritaire régionale. Ainsi, les conséquences ne se résument pas à un affrontement binaire, elles dessinent un paysage complexe où sécurité, économie, opinion publique et équilibres régionaux s'entremêlent. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu est désormais de transformer ces effets dispersés en un levier cohérent, capable de maintenir la pression sans déclencher la rupture redoutée. À ce stade, trois trajectoires plausibles se dessinent pour les mois à venir, sans prétendre à la prédiction. D'abord, le scénario de base repose sur une tension contenue. Les négociations diplomatiques se prolongent, le Togo maintient une neutralité prudente et le dossier d'extradition s'enlise dans des procédures juridiques. Le Burkina Faso, de son côté, consolide ses alliances avec le Mali et le Niger tout en évitant toute action frontalière. Cette configuration crée une forme de guerre froide sahélienne où chaque mot officiel pèse plus qu'un geste militaire. La stabilité interne est préservée, mais au prix d'une fatigue politique croissante.
Ensuite, le scénario optimiste suppose un infléchissement progressif. Sous la pression combinée de l'opinion publique régionale et des partenaires de l'Alliance du Sahel, Lomé accepte une coopération judiciaire encadrée. L'extradition de Paul-Henri Damiba devient alors un acte symbolique fort, présenté comme une décision de droit plutôt que comme une concession politique. Dans cette hypothèse, le Burkina Faso renforce sa crédibilité diplomatique et démontre qu'une stratégie de retenue peut produire des résultats tangibles. Ibrahim Traoré en sortirait avec une légitimité accrue, celle d'un dirigeant capable de transformer une crise aiguë en précédent institutionnel. Enfin, le scénario pessimiste repose sur un incident. Un tir mal interprété, une patrouille déplacée ou une information erronée suffisent à faire basculer la situation. Les accords de défense sont alors activés, la crise est requalifiée en menace régionale et l'espace de manœuvre d'Ouagadougou se rétrécit brutalement. La justice passe au second plan, remplacée par une logique d'alignement et de démonstration de force. Dans ce cas, le piège redouté devient réalité et les coûts diplomatiques, économiques et symboliques s'accumulent. Face à ces trois voies, une recommandation de méthode s'impose. Plutôt que de chercher la sortie la plus rapide, l'enjeu est de préserver la lisibilité des intentions. Chaque message doit réduire l'ambiguïté, chaque geste renforcer la cohérence entre discours et action. Dans un environnement saturé de lectures concurrentes, la clarté devient une ressource stratégique. C'est sur cette capacité à tenir une ligne intelligible que se jouera l'issue réelle de la crise, plus que sur la vitesse de sa résolution. Au-delà des cercles diplomatiques et militaires, la crise touche des publics très différents, chacun avec ses propres attentes. Pour les jeunes burkinabés, souvent en première ligne du discours souverainiste, l'affaire agit comme un révélateur. Ils ne demandent pas seulement des résultats visibles, mais la preuve que les décisions prises aujourd'hui éviteront les humiliations de demain. La patience dans ce cadre n'est acceptable que si elle est expliquée et assumée. Pour les familles des officiers visés par le complot, l'enjeu est plus immédiat. La sécurité renforcée rassure partiellement, mais elle rappelle aussi la persistance de la menace. Ses proches attendent moins un geste spectaculaire qu'un signal clair montrant que les responsabilités seront établies. La justice devient alors un langage de protection, pas seulement une sanction abstraite. Les acteurs économiques, eux, lisent la situation à travers le prisme du risque. Ils observent la capacité de l'État à contenir la crise sans rupture brutale des échanges. Une gestion lisible et cohérente réduit l'incertitude, même en l'absence de résolution rapide. À l'inverse, un emballement narratif ou militaire amplifierait les hésitations déjà perceptibles. Pour les observateurs régionaux, la séquence sert de test comparatif. Ils évaluent si un pays du Sahel peut défendre sa souveraineté sans s'isoler ni provoquer une réaction en chaîne. Dans cette lecture, la posture d'Ibrahim Traoré est scrutée comme un indicateur de maturité politique plus que comme un simple choix tactique. À l'échelle individuelle, le spectateur est confronté à une question simple. Comment réagir lorsque la colère est légitime, mais que la précipitation serait coûteuse? La crise propose une leçon inconfortable. Parfois, tenir une ligne claire demande plus d'efforts que d'agir vite. C'est cette tension entre émotion et calcul qui relie l'affaire à des expériences bien au-delà du Burkina Faso. La sortie de crise ne repose pas sur un geste unique, mais sur une séquence d'actions coordonnées. Pour commencer, la première étape consiste à maintenir une diplomatie persistante. Multiplier les canaux formels et informels permet de réduire l'ambiguïté et de documenter chaque interaction. Chaque échange écrit devient une trace, chaque silence officiel un élément interprétable sans provocation ouverte.
Ensuite, la deuxième étape relève de la transparence contrôlée. Il s'agit de publier progressivement les éléments vérifiés du dossier sans surenchère médiatique. Cette exposition mesurée vise à crédibiliser la position burkinabé auprès des partenaires régionaux et internationaux. Elle transforme une accusation perçue en un raisonnement observable, difficile à balayer d'un revers de main. Puis, la troisième étape touche à la souveraineté logistique. Renforcer la coopération militaire au sein de l'Alliance du Sahel, partager le renseignement et développer des capacités internes réduit la dépendance extérieure. Ce mouvement n'est pas spectaculaire, mais il modifie l'équation de long terme. Ibrahim Traoré insiste sur cette dimension silencieuse, estimant qu'elle conditionne toute crédibilité future. Par ailleurs, la quatrième étape engage la mobilisation civique. Encourager les citoyens à rester vigilants, sans céder à la rumeur ni à la colère aveugle, participe à la stabilité interne. Une opinion informée est moins manipulable qu'une foule chauffée par l'urgence. Dans cette optique, la communication publique devient un outil de prévention autant que d'information. Enfin, la cinquième étape concerne l'unité narrative. Parler d'une seule voix au niveau régional limite les tentatives de division. Cette cohérence discursive n'élimine pas le conflit, mais elle en réduit les angles morts exploitables. L'ensemble de cette feuille de route ne promet pas une résolution rapide, mais une sortie maîtrisée. Le récit revient là où il avait pris cher, loin des cartes et des communiqués. Sous la pluie fine, une base isolée reprend son rythme ordinaire, botte dans la poussière, gestes répétés, regard fatigué mais attentif. Cette image, déjà vue plus tôt, a gagné en densité avec le temps. Elle ne symbolise plus l'urgence, mais la persévérance. Autour de cette scène, les promesses initiales résonnent autrement. Tenir sans céder, attendre sans disparaître, défendre sans provoquer. Ce sont des verbes discrets, rarement célébrés, mais centraux dans cette crise. Les soldats qui s'entraînent ne savent pas quand l'affaire se dénouera. Ils savent seulement que l'incertitude fait désormais partie de leur quotidien. Dans les rues de Ouagadougou, les portraits accrochés au mur racontent la même chose. Ils ne glorifient pas une victoire acquise, ils rappellent une endurance partagée. Ibrahim Traoré apparaît moins comme un homme d'action fulgurante que comme un point de fixation collectif. Quelqu'un qui absorbe la pression pour éviter qu'elle ne se disperse. Ce rappel émotionnel ne cherche pas à conclure. Il sert à mesurer le chemin parcouru entre la colère initiale et la patience organisée. La crise n'est pas close, mais elle a changé de texture. Elle n'est plus seulement une menace, elle est devenue une épreuve de tenue. La crise décrite ici dépasse largement un différend diplomatique ponctuel. Elle pose une question plus vaste sur la manière dont un État, et au-delà une région entière, choisit de défendre sa dignité sans se laisser enfermer dans des schémas imposés. Ce qui se joue autour du Burkina Faso n'est pas seulement une affaire de frontières ou d'accords, mais une réflexion sur le tempo juste entre réaction et maîtrise. Pour le spectateur, cette histoire invite à sortir des lectures binaires. Ni héroïsation rapide, ni condamnation automatique, mais une attention portée aux mécanismes lents, souvent invisibles, qui structurent les décisions. Observer comment une pression est absorbée, comment un silence est utilisé, permet de mieux comprendre les crises contemporaines, bien au-delà du Sahel. L'enjeu est aussi collectif. Ces situations ne se résolvent pas uniquement par des actes spectaculaires, mais par une compréhension partagée des risques, des coûts et des alternatives. Discuter de ces choix, les confronter à d'autres expériences historiques ou personnelles, enrichit le débat plutôt que de le figer. Alors, face à une injustice perçue et à une provocation latente, quelle place laisseriez-vous à la patience stratégique? Jusqu'où accepteriez-vous le silence comme outil de défense avant d'exiger un geste plus direct?
La réflexion reste ouverte et c'est peut-être dans cet espace de dialogue que se dessinent les réponses les plus durables.